Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle du fameux 5 ans pour les médecins dans le réseau public obligatoire à la sortie de l'école. On parle de conscription avec Renaud Brossard qui a écrit un texte qui est, ma foi, succulent. Yes, salut Renaud, merci d'être là. Hier, quand tu m'as envoyé ton texte, tu as dit hey, ça vous tente-tu de le publier sur votre site web? Puis je t'ai proposé par le fait même, j'ai dit ben toi, ça tente-tu de venir nous en parler? Parce que il y a tout le temps deux types de gens qui consomment le contenu, de l'écrit, de l'audio, c'est pas toujours les mêmes. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, fait que je te représente brièvement pour les auditeurs. Tu étais venu, je pense que tu es venu une fois avec nous autres, puis on t'avait-tu reçu Je dans pense le. que je suis venu après le budget à Québec, Ouais, mais c'est ça ça. fait un bout de temps que je n'étais Ouais. pas passé. Je veux dire, mes collègues passent quand même une fois de temps en temps, puis je dois admettre que j'écoute aussi Yann et Frank une fois de temps en temps, le trio économique aussi beaucoup, là. Mais c'est toujours un plaisir de revenir j'allais dire sur vos ondes, mais sur le Ouais. web avec vous autres, Ouais, essentiellement. Exact. c'est vrai, on dit encore des fois les ondes par habitude, mais on s'entend que c'est pas du FM, c'est du web maintenant, donc fait que c'est plus sur Internet carrément. C'est ça, donc un sujet qui a attiré ton attention quand même, puis je vais faire apparaître l'article que tu as publié avec nous autres hier, c'est cette décision-là qui sort un peu de nulle part, là. Donc, tu sais, si on refait juste très brièvement un peu de contexte. Il y a une campagne électorale en 2022. Christian Dubé et la CAQ nous sont arrivés en disant oui, oui, le privé, on l'a vu dans la pandémie, ça a aidé le système de santé, c'est bon, ça nous a aidés. Donc là, on va faire plus de place au privé. Les 2 mini-hôpitaux qui étaient prévus. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a tordu un bras quelque part ou si finalement c'était que de l'esbrouf depuis le début. On nous dit que d'un, on va comment il avait dit, pas désintoxiquer, mais se sevrer du privé. Il a dit ça récemment. Après ça, il y a eu, veut interdire les agences de placement pour les infirmières, ce qui revient à dire on veut interdire aux infirmières d'aller travailler finalement dans des agences puis améliorer leurs conditions de vie, améliorer leurs horaires, leurs salaires, peu importe. Et aussi, là, maintenant, la nouvelle affaire, c'est qu'il y aurait, sur les 22 000, je crois, médecins au Québec, il y en aurait 650, 170 qui exercent au privé. Et semble-t-il là, que c'est à cause de ça que tout va mal. Donc là, il Ben faudrait oui, interdire aux nouveaux d'aller pratiquer au privé et les forcer, parce que ça, c'est l'important, les obliger finalement sans contrat signé à la base. Tu sais, si c'était contractuel, tu dis c'est tel que tel. Comme dans l'armée, par exemple. L'armée paye tes études, mais en échange, tu leur donnes 3 ans ou tu leur donnes un contrat. Ça, je pense que personne peut être contre ça, dans le sens que c'est volontaire, c'est contractuel. Tu pouvais aussi pas aller dans l'armée. Et donc, là, c'est obligatoire. Puis on parle de peine, là, de peine, c'est le bon mot finalement. On parle ben oui. d'amende de quoi? C'est des montants débiles. En fait, ça va jusqu'à 200 000 par jour. Quand on Par considère qu'il y a à peu jour. près 250 jours de travail dans une année, c'est-à-dire qu'un médecin qui, dès qu'il quitte ses études, en fait, dès qu'il finit ses études, commence à pratiquer dans le privé, va payer essentiellement 50 millions de dollars d'amende par an pendant 5 ans pour pouvoir pratiquer dans le privé. Fait que c'est vraiment cette idée de dire, bon, ben, on te laisse pratiquer dans le privé, mais si tu décides de pratiquer dans le privé, tes enfants, tes arrière, tes enfants vont encore être en arrérage pour les paiements d'amende que tu vas devoir faire. C'est vraiment comme tu le mentionnes, c'est une idée qui est sortie un peu de nulle part, mais en même temps, c'est un peu la façon de faire quand on regarde ce que Christian Dubé fait depuis le début. Parce que c'est pas quelqu'un qui est arrivé en se disant, bon, ben, il y a des gens qui quittent le système de santé, allons voir c'est quoi les causes pour lesquelles ils quittent le système de santé, puis on va essayer de les aider. Tu sais, les infirmières le disent, c'est le TSO, c'est le fait qu'ils n'ont absolument aucune prévisibilité, dis-je, sur leur horaire, ou encore le fait que ils ont très, très, très peu d'autonomie aussi dans la profession, essentiellement qui sont très souvent utilisés comme des assistantes de médecins,
plutôt que de réellement pouvoir exercer. Ça, c'est c'est des encore plaintes ça, que les hein. infirmières ont depuis longtemps. Il y a ça, il y a même la question de l'ancienneté aussi, de dire, ben, tu sais, une infirmière qui commence à travailler dans le réseau de la santé, c'est bien beau, mais essentiellement, ce qu'elle va faire, c'est des quarts de soir, des quarts de fin de semaine, des quarts de soir, de fin de semaine, pendant les quelques premières années de sa vie, sans avoir de choix vraiment au niveau de ses vacances, jusqu'à ce que finalement, elle ait assez d'ancienneté pour pouvoir imposer aux petites nouvelles de faire exactement, de passer à être exactement à travers le même calvaire. Ouais. Et ce que tu dis là, Renaud, Ben, là, ce que tu dis Mhm. là, je te coupe 2 secondes, là, c'est que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait ça toute sa vie, là, infirmière. Là. Puis elle me le disait aussi, c'est le principal problème pour les jeunes qui rentrent, c'est que tu dois leur mettre carte sur table dès le départ que t'aimes ça, toi, Noël, ben c'est terminé. Tu vas travailler à Noël pour les 20 prochaines années. T'aimes ça prendre des Ouais. vacances l'été, t'en auras jamais. Pâques, garde, nomme toutes les occasions. La semaine de relâche, pense-y pas, là, aller avec tes enfants comme d'autres qui sont dans l'enseignement ou whatever, aller pendant une semaine au printemps dans le sud. Oublie ça, c'est terminé. Donc là, c'est déjà ça en partant, c'est comme pas terrible. Là. Mais, Tu dis, mais déjà, c'est rien pour attirer ton monde, mais tu sais, imaginez là, que vous êtes une infirmière, ça fait 20 ans que vous êtes dans le réseau, puis on vous dit encore qu'il faut que vous travaillez le soir de Noël. Là. C'est pas exact. super. Puis c'est le système de rotation, on penserait qu'il serait plus équitable que ça, mais il y a toutes sortes de trucs là-dedans qui font que finalement, il manque de monde, fait que tu vas le faire pareil. Tu sais. Ben oui, puis c'est un des problèmes, c'est quand c'est basé sur l'ancienneté, ben essentiellement, ceux qui sont les plus seniors, ben oui, ils vont avoir du choix, mais les nouvelles, puis les nouvelles sont quand même nouvelles pendant longtemps, C'est ça. se ramassent pris dans cette situation-là. Fait que ça, tu sais, toutes ces raisons-là pour lesquelles les infirmières me disaient qu'elles quittaient le public, des fois, ils quittaient la profession complètement, mais d'autres fois, ils s'y raccrochaient en allant dans les agences de placement, essentiellement. Ben, au lieu de s'attaquer à tous ces problèmes-là qui faisaient en sorte que les infirmières quittaient, le ministre a simplement dit, ben, écoutez, c'est ciao bye les agences de placement à partir de telle date. On met une limite au niveau des tarifs. Puis essentiellement, ce que le résultat, puis on le voit depuis, c'est qu'on a des endroits, ben, par exemple sur la Côte-Nord, qui ont eu des bris de service. Puis là, on parle des bris de Ouais. service, on parle des cas où il y a des salles d'urgence qui ont fermé. Mais il y a aussi beaucoup de cas dans la province où des salles d'urgence ont dû réduire le rythme auquel ils traitaient les patients. Puis malheureusement, c'est un peu la même chose maintenant que Dubé essaye de faire avec la question donc de la médecine privée. C'est de se dire, bon, mais ces médecins-là, même s'ils traitent des Québécois, parce qu'on va s'entendre qu'un médecin quitte le réseau public pour une raison ou pour une autre, il n'arrête pas soudainement de traiter des Québécois. Son chèque de paie vient de quelque part. Il faut qu'il traite des patients, il faut qu'il voit des patients, il faut que ces patients aient un moyen d'être traités puis d'aller mieux. Ben, c'est de dire, bon, mais ce 3% de médecins-là, donc qui traitent des patients, mais sans passer par toute la paperasse du ministère, ben ça, c'est un problème. Il faut les ramener absolument au sein du réseau public. C'est un peu ça encore, cette même idée qu'on va pas s'attaquer aux raisons pour lesquelles les médecins quittent, soit le manque de temps en salle d'opération, le fait qu'il y a une qualité de vie absolument exécrable, surtout dans les premières années de pratique. C'est toutes ces choses-là, on ne va pas s'y attaquer. La paperasse, on ne va pas plus s'y attaquer. On va plutôt, encore une fois, essayer de les conscrire ou de les forcer à avoir un certain service national pendant un certain nombre d'années, puis on va dire que le problème est réglé. Je ne veux pas être plate, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Premièrement, on n'est pas à 3% de médecins prêts de régler le manque de médecins de famille au Québec. Là. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus que ça. Mais aussi, encore une fois, ces médecins-là, pendant qu'ils sont au privé, ils continuent à traiter du monde. Fait que ça, c'est du monde qui ne, comme ils ne vont pas être traités au privé, ils vont juste venir s'ajouter à la liste d'attente dans le public, encore une fois, qui risque de faire rallonger encore les délais avant qu'on ait accès aux soins de santé. Ouais. Je regarde une couple de statistiques présentement sur le fameux tableau de bord de Christian Dubé. Présentement, là, le nombre de personnes en emploi dans le réseau de la santé, on voit que ça n'arrête pas de monter. C'est 13 895 personnes de plus, une hausse de 4 Évidemment, les médecins ne sont pas calculés dans tout ça. Mais si j'arrive puis je sélectionne seulement le personnel d'encadrement, on se rend compte que ça augmente à un rythme encore plus élevé que le personnel soignant. On est à 5,2 de leur côté, 666 nouveaux cadres depuis le début de l'année dans le système de santé. C'est assez spectaculaire, je trouve. On a toujours des problèmes de présentéisme et d'absentéisme, d'absentéisme plutôt, et non pas de présentéisme dans le système de santé. Si on descend un peu ici, je l'avais tantôt, ça c'est le temps supplémentaire, non. Personnel absent pour cause d'invalidité. Mm-hmm. On en a quand même beaucoup. Là. On parle c'est quoi? C'est combien de personnes? 526. C'est vraiment, tu sais,
C'est beaucoup, puis Ouais, c'est c'est un beaucoup. problème dont ils parlent depuis des années. Je veux dire, on a regardé à l'IEDM un peu plus tôt cette année, donc la question des infirmières qui quittent la profession. Ah, c'est plus que ça, Puis c'est parce que quand là, même j'ai juste le des chiffres personnel assez d'encadrement. alarmants. J'ai juste le personnel Oui. d'encadrement. Je trouvais que le chiffre était bizarre, là. Je l'ai ici, en fait, quand on prend tout le personnel. L'absentéisme, là, on est dans l'ordre, c'était 20 quelques mille. Là. C'est Aïe, oui. assez spectaculaire. Je l'ai ici. Personnel absent. Donc, on est à 50 000 personnes sont absentes et pour cause d'invalidité, on en a 21 000. Mais ça se peut pas, là. Ce qui est énorme. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Là. Mais Ça se peut. c'est Je veux ça. dire, je comprends que c'est dans la santé, puis peut-être. Je veux dire, tu as plus de chances d'être malade ou d'être hypothéqué que si tu travailles chez IBM ou je sais pas quoi, là. Mais tu sais, on s'entend qu'il y en a plusieurs multinationales dans le monde là, qui ont un nombre d'employés qui, dans les plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, puis c'est impossible qu'il y ait 21 000 personnes en congé longue durée pour invalidité là-dedans. Là. C'est impossible. Mais une des choses qu'il y a avec le système de santé, donc, c'est toute cette question de burn-out. Le fait d'avoir justement ce temps supplémentaire obligatoire, d'avoir donc toutes Ben oui. ces choses-là qui sont mauvaises au niveau des conditions de travail, je pense qu'on peut le dire très, très franchement. Il y a bien souvent de très mauvaises conditions de travail, mais ça pousse les infirmières, ça pousse les soignants jusqu'au burn-out. Il y a des sondages qui avaient été faits là-dessus, notamment, on avait consulté la Fédération des syndicats d'infirmières. Qui avait fait un sondage et qui disait qu'en fait, une majorité de ses membres avaient au moins certains symptômes de burn-out à chaque année qu'elle montrait. Puis ça se comprend avec toute la pression qui est mise, puis avec les mauvaises conditions de travail qu'ils ont. Fait que c'est normal après ça qu'on puisse se dire, bon, ben, tu sais, il y a des gens qui décident de quitter le fait d'avoir en fait, de quitter le gouvernement en tant qu'employeur, de s'en aller dans des agences indépendantes. Puis on va s'entendre, ces gens-là, quand ils sont dans les agences, ils continuent de traiter des Québécois. Mais c'est simplement qu'il y a une qualité de vie qui est un peu mieux, puis ça fait en sorte qu'ils restent dans le métier. Parce que là, c'est l'autre problème, c'est le rythme auquel on perd nos jeunes infirmières. On s'était penché sur le sujet à l'IEDM, justement, un peu plus tôt dans l'année. Puis ce qu'on avait remarqué, c'est que, donc, pour chaque tranche de 100 jeunes infirmières qui rentrent dans la profession, donc ça, c'est des infirmières de moins de 35 ans qui obtiennent leur permis de pratique. Donc, pour chaque tranche de 100 qui obtient son permis de pratique en une année, on en a 44 de moins de 35 ans qui quittent la profession, tout simplement. Ça veut dire, il y en a qui vont peut-être quitter pour un congé de maternité. Mais on va s'entendre, c'est pas 44% des jeunes infirmières qui quittent pour un congé de maternité. Là. Puis c'est une tendance qui est en augmentation. Donc, il y en a beaucoup, en fait, qui quittent tout simplement en se disant, bon, ben, c'était le métier de mes rêves, c'était l'emploi de mes rêves, c'est ça que je voulais faire de ma vie. Mais finalement, après avoir fait un 5 ans, 10 ans dans le réseau, je vois que c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire pour le restant de mes jours. Ou simplement se dire, bon, ben, si je veux avoir un petit peu de vie familiale, que je veux pouvoir voir mes enfants de temps en temps, que je veux pouvoir partir en vacances avec mon chum, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je me trouve quelque chose d'autre comme emploi. C'est ça la triste réalité avec ça. Puis regardez où est-ce qu'on en était. L'attaque envers le privé, oui, on a évidemment ce qui se passe avec les médecins, mais elle a commencé à peu près au mois de mars-avril cette année. On était rendu à 7% des heures travaillées qui provenaient du personnel indépendant, si on veut, donc les fameuses agences. Et quand Dubé, ça c'est vraiment typique d'un gouvernement top-down, très centralisateur, planificateur, la planification centrale. Quand Dubé sort et il dit « OK, les agences, on est tannés, c'est assez », comme si c'était eux qui créaient les problèmes, on passe de 7% à 2,91% présentement. Donc, vous comprenez qu'on ne s'est pas débarrassé complètement des agences. Mais ces agences-là, ils jouaient un rôle dans le service. Oui. Quand tu parles tantôt qu'il y avait des coupures de service un peu partout, ben, je veux dire, c'est drastique comme approche. Là. Si vous voyez là, la hausse de l'utilisation des agences indépendantes est assez constante dans le temps. Puis là, du jour au lendemain, Dubé dit « Enough is enough ». Boum, on arrête. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on est en train de jaser avec l'histoire des médecins, c'est un cas classique de ce que dans le podcast avec Vincent, dans le trio économique, on a appelé le fameux Geloso Tree. Là. Donc, tu sais, dans le Geloso Tree, l'idée, c'est de dire, OK, avant de faire une intervention du gouvernement, est-ce qu'il y a un réel problème? Première étape, oui ou non? Et à un moment donné, dans les étapes de décision, tu dois avoir la réflexion de est-ce que la solution que j'apporte corrige un problème que j'ai moi-même créé? Et la réponse avec le corrige ou prétend corriger, et la réponse avec l'histoire d'obliger les médecins à faire 5 ans dans le public, c'est clairement oui. Pourquoi? Là, vite, à brûle pour point de main, mais je vois 2 raisons. Premièrement, parce que c'est vous qui avez contingenté
à ce point-là la discipline, ce qui fait que s'il manque de médecins, ben c'est vous autres c'est vous qui décidez le nombre de médecins qui rentrent chaque année dans les universités. Si c'était un petit peu moins contingenté puis vous acceptiez plus de monde, on s'en foutrait complètement que 600 ou quand même 2000 médecins vont au privé. Non, je ne parle pas de faire rentrer n'importe qui puis de baisser, de faire qu'il y ait plein de médecins incompétents, mais c'est vous qui décidez le nombre d'admissions. Si tu en admets plus, il y a plus de médecins, donc ton problème, il n'existe pas. Deuxièmement, l'argument qui consiste à dire hein, ça coûte cher les études d'un médecin, fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il nous repaye. Ben ça, c'est votre problème. Vous avez mis les frais de scolarité les plus bas en Amérique puis quasiment au monde. Et c'est pour ça que vous arrivez avec cette situation-là. Donc, plutôt que de dire, écoutez, médecine, ça coûte cher, voici ce qu'on va faire. On va proposer un contrat à tous les médecins. Soit vous prenez l'option A qui coûte le prix normal et après, vous devez donner tant de temps dans le public, soit vous payez un peu plus cher et après, vous faites ce que vous voulez. Il aurait pu faire ça aussi comme ça pour corriger cette affaire-là en disant, ben là, on considère qu'il paye un peu plus cher ou juste carrément revoir les frais de scolarité. Ce qui aurait dû, non, là, plutôt, on fait ça en lâche pour pas créer de crise puis de printemps érable version 2024. On dit, on s'attaquera pas aux gens quand ils sont étudiants, on va leur taper sa tête après quand ils sont diplômés. C'est ridicule. Puis il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que cette mesure-là qui est proposée, le ministre n'a même pas de chiffre sur le pourcentage des médecins qui, dans les 5 premières années de pratique, partent au privé. Parce que là, quand on parle de 750 médecins à peu près, là, ou 3% des médecins qui pratiquent au privé, ça, c'est les médecins de tout âge. Je veux dire, ça peut être un médecin en fin de carrière, un médecin en début de carrière. Je sais notamment qu'il y en a certains en fin de carrière qui choisissent de partir pour le privé parce que il n'y a pas assez de flexibilité au public. Quelqu'un qui veut commencer à dire, bon, ben écoute, je suis en pré-retraite, je vais faire 4 jours semaine, ben, le public ne lui permet pas. Fait qu'il finit par se dire, bon, ben écoute, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais partir à mon compte, je vais continuer à avoir des patients, je vais pouvoir continuer à traiter des patients, je vais être là pendant 4 jours semaine, puis je vais pouvoir avoir une certaine qualité de vie. C'est un médecin qui continue à soigner les Québécois, puis c'est un médecin qui ne serait pas nécessairement resté si la seule option pour lui, c'était le public, puis travailler pour l'État 5 jours semaine. Je veux dire, avec les salaires que les médecins font, s'il veut prendre sa retraite 1 ou 2 ans plus tôt, il est probablement en mesure de le faire. Ça, c'est un des premiers points. Et deuxième, au niveau des frais de scolarité, je veux dire, l'argument qui était donné dans le temps, là, avec la grève en 2012, c'est qu'on allait ravoir le coût de ces frais de scolarité-là avec les impôts que les gens payent. Puis je ne veux pas être plate, là, mais les médecins, ils en payent en masse l'impôt. Ils nous coûtent cher, mais aussi, ils payent des taux d'imposition qui sont particulièrement élevés. Après quelques années qu'ils travaillent au privé ou au public, la formation est payée. Là. Oui. Et d'ailleurs, et ça, c'est un peu le cas qui est un peu drôle parce qu'on bien souvent, il y a cette perception que les médecins vont partir au privé parce qu'ils veulent faire une passe de cash. C'est plate à dire, mais dans une bonne couple de cas, ils font moins d'argent quand ils sont au privé qu'au public. Parce que, au public, premièrement, ils n'ont pas besoin de faire de marketing ou de publicité. Je veux dire, la file d'attente de patients, on la connaît tous. C'est la même file d'attente pour rentrer aux urgences ou pour aller à une clinique sans rendez-vous. Les patients sont là. Il n'y a pas besoin de faire de publicité, de marketing, il n'y a pas rien de ça. Ils ne payent pas de locaux, ils ne payent pas de... Mais c'est ça, ils ne payent pas de locaux, ils n'ont pas besoin de payer de secrétaire, d'adjoint administratif, ils n'ont pas besoin de payer. Il y a plein d'affaires pour lesquelles ils n'ont pas besoin de payer quand ils s'en vont au public. Fait que bien souvent, en fait, le privé, c'est pas pour une passe de cash. En fait, les médecins eux-mêmes le disent. Il y en a qui le font, puis c'est clair. Là, il y en a qui le font, puis qui font plus d'argent au privé, puis c'est correct. En soi, c'est pas mauvais. Non. Mais dans bien des cas, ce qu'ils disent, c'est moi, j'ai voulu devenir chirurgien, puis j'ai une journée par mois en salle d'opération quand je suis au privé. J'en ai une par semaine quand je suis j'en ai une par semaine quand je suis au privé. J'en ai une par mois quand je suis au public. L'autre aspect aussi, c'est que beaucoup de ces médecins-là qui sont désaffiliés de la RAMQ, ce pas des médecins qui sont désaffiliés nécessairement pour de bon. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on ne permet pas présentement aux médecins d'avoir ce qu'on appelle une pratique mixte. On ne leur permet pas de dire, bon, mais écoute, je vais faire un 30 heures par semaine au public, puis après ça, je vais supplémenter avec 10 heures au privé pour faire un peu plus d'opérations puis traiter du monde. Pas le droit. Mais comme ils n'ont pas le droit, là, ça veut dire qu'ils vont faire le saut quelques fois par année, puis ils vont se désaffilier de la RAMQ, puis il y a un délai d'à peu près 30 jours qui va passer à 180 jours bientôt. Puis là, ça prend plus de temps. Mais après ça, quand ils vont au privé, ils vont rester un certain temps, ils vont voir des patients, ils vont traiter des patients, ils vont avoir du temps en salle d'opération qu'ils n'ont pas généralement dans le public. Puis ensuite, après un certain temps, ils vont venir se réaffilier.
Il y a certaines professions qui l'ont permis, cette dualité-là, parce que probablement qu'il y avait trop d'exodes vers le privé. Je pense côté dermatologue, si je ne me trompe pas. Ils peuvent faire une certaine pratique mixte parce que probablement que sinon, tous les dermatologues seraient privés, là, tellement que c'est difficile au public. Écoutez, quand on dit là, le gouvernement, est-ce qu'il peut créer plus de problèmes qu'on pense? On voit qu'au mois d'avril cette année, on diminue l'utilisation des infirmières qui provient des agences. Mais regardez le temps d'attente, la prise en charge dans les hôpitaux. Quand tu arrives à peu près au mois de mars et février, tout ça, on est environ à 2,5, 2,6 heures d'attente environ. Et on va frapper au mois d'octobre du 3,3 heures et du 3 heures. La tangente est clairement à la hausse. Puis il faut quand même mentionner ici que donc ce délai de prise en charge-là, c'est le délai après triage. Ouais. Ça, c'est l'autre aspect qui n'est pas discuté ici, c'est que le triage, en fait, en bonne partie, c'est des infirmières aussi. Fait que tu as un délai qui est probablement plus long pour le triage. Et ensuite, le délai après triage, avant de voir un médecin, d'avoir un traitement, d'être soigné, de pouvoir partir chez toi, qui est plus long. C'est une chose qu'on regarde. Peu importe le graphique qu'on regarde. Ben oui. Peu importe le graphique qu'on regarde, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est considéré comme délai, là, peu importe le graphique, la tendance est tout à la hausse tout le temps. Ouais. Puis c'est fou, là, les seuls bouts, en fait, où est-ce qu'on performait mieux, là, c'est pendant la pandémie. Parce qu'il n'y avait pas de monde. Il n'y avait pas de monde à l'hôpital. D'ailleurs, là-dessus, oui? Oui, j'allais dire l'autre argument aussi, parce qu'on parle beaucoup du quantitatif, donc le nombre de patients pris en charge, le nombre de médecins et tout, mais il y a un aspect aussi qualitatif à ça, c'est-à-dire la qualité des soins que tu peux recevoir dans le privé. Puis c'est pas une question, là, pognez pas Iquetel, là, je dis pas que les gens au public sont pas bons, c'est une question de nature des soins qui sont offerts. Je vais prendre 2 exemples. Dans la famille, chez nous, on a tous le même problème, un problème veineux là, qui fait que début vingtaine, on commence à avoir des varices et tout ça. Là. Au public, ils te disent c'est de l'esthétique. Ils disent c'est de l'esthétique. Moi, tu dis ouais, mais j'ai mal aux jambes. Là. J'ai mal aux jambes, c'est l'enfer. On peut rien faire. Ils attendent que ça vienne tellement grave qu'on te charcute les jambes, qu'on stretch les veines. Ça, c'est des opérations. Mon grand-père a eu ça. Il a pris des mois à s'en remettre quand il y a eu ça. Des semaines. Des mois, c'est exagéré, mais des semaines à s'en remettre. Au privé, c'est un service qui est offert. Moi, je l'ai eu, je l'ai payé. Tu te fais faire une coupe d'injection c'est un produit spécial qui fait comme retendre les veines. Ça coûte pas grand-chose. Ça m'a coûté quelques fois, genre 180$, mettons. Là. Puis ton problème est réglé. J'ai pas été dans le réseau public. Je l'ai pas engorgé pour ça. Puis je serai pas sur une table d'opération du public pour m'arranger un problème qu'on m'a négligé pendant des années. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans le portrait global. Puis deuxième exemple, quelqu'un que je connais très bien avait un problème de dos. Mal au dos. Puis le gars dit, je suis en forme, je fais même du crossfit, tout ça, j'ai mal au dos. C'est quoi qui se passe? Au public, on lui dit, mets de la glace, prends du Tylenol, on t'a fait une radio, il n'y a rien là. Il est allé dans une clinique spécialisée à Montréal. Le médecin qu'il a rencontré lui a dit, écoute, c'est un problème génétique que tu as. Je sais exactement ce que tu as, c'est un problème génétique au niveau vertébral. Il y a eu une opération. Ça a coûté cher, mais il y a une opération au privé. Ce gars-là, s'il n'y a pas de médecin au privé, il n'est tout simplement pas soigné parce que le service n'est pas offert au public. Puis ça, c'est un point qui est important, tu sais, le point qualitatif. Puis, comme tu le dis, c'est pas à cause que le monde qui travaille au public sont moins compétents. Je veux dire, généralement, c'est à peu près le même monde qui va aller au public ou au privé. Ben oui. Mais la chose, c'est que tu as une prise en charge qui est plus rapide. Puis ça fait en sorte que il y a bien des problèmes qui sont des problèmes mineurs, que malheureusement, à cause des délais d'attente au public, on attend qu'ils se compliquent, on attend que ça devienne des problèmes majeurs. Puis là, il faut sortir tout. Il faut la salle d'opération, il faut réserver ça pendant des heures et des heures et des heures. Puis ça a un effet. Je veux dire, il y a donc ce côté qualitatif-là, du fait de traiter quelqu'un plus tôt, plus rapidement, c'est quelque chose qui manque, effectivement, avec les délais d'attente au public. Cet été, d'ailleurs, on est allé voir en France certains hôpitaux. On est allé visiter la France pour voir ce qui se fait là-bas. Déjà, première chose, quand on regarde au niveau des délais d'attente, au niveau du temps de séjour à l'urgence, la pire urgence du Québec, c'est juste sur la rive sud de Montréal, c'est Anna-Laberge. Le délai d'attente moyen l'an dernier, ou du moins le délai moyen pour une visite à l'urgence là-bas, c'était 22 heures l'an passé. Fait que je peux vous dire déjà que c'est plus rapide, pour l'avoir testé, là, c'est plus rapide de prendre un Uber à partir de là, de t'en aller à Trudeau, puis ensuite passer la douane, puis t'en aller en France pour te faire traiter.
Parce que là-bas, le délai de prise en charge, c'est 15 minutes, puis tu quittes l'hôpital en dedans d'une heure et demie à peu près. Fait que déjà, Renaud, là. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Ah, c'est je sais, Ça n'a pas de sens. c'est aberrant, là. C'est plus rapide d'aller se faire soigner en France en prenant l'avion que d'aller dans un hôpital québécois. Là. Mais comment ça qu'on est résigné à cette médiocrité-là? Je parle pas de nous et des auditeurs, mais ça me sidère qu'on soit résigné à cette médiocrité-là. Je veux dire, notre système, il est copié par personne. Il y a du public-privé partout, même dans des pays ultra à gauche comme la France, comme les pays scandinaves. Il y a Comment ça que nos dirigeants sont encore encroutés là-dedans? Parce qu'on n'est pas des Américains, Frank. Non, mais même... Je pense que c'est un des facteurs, oui, mais l'autre aspect, c'est que, tu sais, quand on parle du système de santé, on parle du système de santé public, on oublie en fait que le point qui est supposé faire notre fierté, c'est le fait qu'il est universel. C'est le fait qu'il est accessible à tous. Ouais, puis encore là, on va s'entendre, c'est accessible financièrement. Parce que présentement, les délais d'attente font en sorte que ce n'est pas accessible. On a tellement passé de temps à débattre sur le besoin de protéger le caractère public, donc le caractère géré par l'État avec des fonctionnaires au sein du ministère. Puis, c'est pas nécessaire. En fait, la majorité des systèmes de santé qui sont universels, donc pas la question des États-Unis avec les gros frais d'assurance et les gros frais d'hôpital. Vraiment, la majorité des systèmes de santé qui sont universels, donc qui offrent un accès à tous et à toutes, peu importe la capacité de payer dans des délais raisonnables, c'est des systèmes de santé mixtes. Je veux dire, la France, c'est quelque chose qui est peu connu, mais à peu près 30... Les hôpitaux privés français, là, ça, on parle du privé à but lucratif. On ne parle même pas des fondations, des charités. On du profit sur la maladie. À but lucratif qui fait du profit. En fait, 18% du budget de la santé en France s'en va dans ces hôpitaux-là. En fait, 18% du budget en chirurgie s'en va dans ces hôpitaux-là. Ils font 35% des chirurgies en France. Aïe, aïe. C'est qu'ils ont trouvé le moyen, en fait, de se dire, bon, il y a certains établissements qui vont être plus efficaces pour certaines affaires, puis on va les envoyer là. Le public en France s'occupe, par exemple, des tâches comme l'enseignement puis la recherche. C'est correct. Je veux dire, si c'est ça qui fonctionne pour eux, c'est ça qui fonctionne pour eux. Mais le privé a un très grand rôle qui joue au niveau donc des chirurgies, un peu le modèle des CMS. C'est pratique ici. Est vraiment boosté. Oui. Quand on regarde les nombres de patients en attente de chirurgie présentement au Québec, qui est à 158 000, écoute, pendant la pandémie, là, on nous disait que 131 000, c'était une catastrophe, puis qu'on avait pris un backlog, il fallait rattraper ce backlog-là. Mais à un moment donné, cette pandémie-là a fini, puis Colin, on dirait que c'était pas important, c'est pas grave, pandémie ou pas, ça a continué à monter. On est à 158 000, c'est une catastrophe. Là. Mais c'est ça. Et donc, ce qu'on a vu en France, premièrement, donc il y avait les hôpitaux privés qui faisaient une bonne partie soit là, puis bien franchement, les patients ne sont même pas au courant si c'est un hôpital public ou privé en général. Parce qu'ils ont accès à la couverture d'assurance qui est la même, qui s'en est au public ou au privé. Fait que c'est même pas une question de je m'en vais au public, je m'en vais au privé, c'est plutôt je vais aller là où je vais avoir la meilleure qualité de soins puis où les délais d'attente vont être les plus raisonnables. Ensuite, même sur la question des urgences, on est allé visiter un centre médical de soins immédiats. C'est une genre, tu sais, le concept des mini-hôpitaux dont François Legault parlait, ben les Français l'ont déjà fait. C'est privé. C'est essentiellement des salles d'urgence qui vont s'occuper de cas de, tu sais, les fameux P3, P4 et P5, là, les cas les moins urgents. Pas, tu sais, quelqu'un qui arrive en ambulance parce qu'il a besoin de réanimation, c'est pas là qu'il s'en va. Mais quelqu'un qui s'est cassé le bras, ben, il peut aller là. Donc, on est allé à la ville de Saint-Étienne. L'hôpital local à Saint-Étienne voit à peu près 40 ou 45 000 patients par année dans son urgence. Le centre médical de soins immédiats, qui est 3 rues plus loin, voit lui aussi autour de 40 à 45 000 patients par année. Ben, s'il n'y avait pas ce centre médical-là qui fait des interventions pas chères, les patients partent en général en dedans de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pas plus. Là. Ils n'ont pas de lit d'hospitalisation ou rien, mais c'est vraiment un moyen d'avoir une urgence qui est facile, accessible. Ben, sans ça, on va s'entendre, les délais d'attente seraient bien plus longs à l'hôpital. Puis l'hôpital ne pourrait pas se concentrer vers les cas vers lesquels il est peut-être le mieux équipé. Parce qu'on va s'entendre, ta salle d'opération ou ta salle d'urgence dans l'hôpital va être équipée pour tous les cas. Les grosses réanimations, tout ça, il va être équipé pour ça. Mais c'est pas ça que tu as besoin quand tu as un bras cassé. Tu as juste besoin de quelqu'un pour te le mettre dans le place. D'avoir ces genres d'offres de services-là qui sont un peu plus adaptés, c'est ce que le privé fait. Puis le privé le fait sans qu'on ait besoin de passer par 48 comités ministériels puis 18 sous-comités pour savoir c'est quoi le nom du comité. Mais là, Santé Québec va nous régler tout ça. Là. C'est ça qui va arriver. Là, la madame, comment elle s'appelle? Madame Biron
va toutes nous régler ça. Regardez ça, les gars. En attente d'une consultation, nombre de patients en attente d'une consultation auprès d'un médecin spécialiste. On est-tu encore 8 millions d'habitants au Québec? Est-ce que je suis en train de comprendre que 10 On est plus de la proche de population... 10 maintenant, mais ouais. Est-ce que je suis vraiment en train de comprendre que presque 10 de la population est en attente d'une consultation avec un médecin spécialiste? Là, puis il n'y a aucune vision de voir un changement de tendance. Ce n'est qu'une hausse depuis 2020. Puis je veux dire, on part de 500 000, on monte à 878 000 aujourd'hui. C'est une catastrophe. Puis là, on ose dire qu'il y a des attentes qui sont en délai et des attentes hors délai. Comme si c'est... Mais regardez la ligne qui est dans les délais, là, elle n'a pas bougé. Elle est stable. Fait qu'on n'est pas capable... Puis on a vu tantôt, il y a plus de ressources. Il y a plus de ressources humaines dans le système de santé. On n'arrête pas d'ajouter des gens. On ajoute. Il y a plus de ressources financières dans le système de santé. Mais la ligne bleue là, des cas traités dans les délais raisonnables, jugés par le gouvernement du Québec, là, elle ne bouge pas. Oui. Et le gouvernement prétend que ça, c'est à cause qu'il y a 3% des médecins qui pratiquent au privé. C'est n'importe quoi. Encore une fois, si on était à 3% près de régler le problème, je pense qu'on le saurait depuis longtemps. Je pense qu'on le saurait depuis longtemps. Écoute, Renaud, les gens peuvent retrouver ton article sur notre blog pilulerouge.ca, jaser de conscription autour du poêle à bois. Donc, allez lire le petit texte si vous voulez en savoir plus. Puis, on te remercie d'avoir été là, Renaud. On se reparle bientôt, assurément. Ben oui, c'est toujours un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci.